Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. Bon anniversaire, jeune sporto. 28 ans et demi, bientôt 50, hein, c'est ça. Voilà. L'actualité du jour, c'est la visite officielle d'Emmanuel Macron en Inde dès demain afin d'y consolider un partenariat économique et stratégique alors que le Premier ministre Narendra Modi vient de conclure un accord qualifié de majeur avec l'Union européenne. बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। Alors, comment analyser la bromance franco-indienne alors qu'il y a 2 mois à peine, c'est l'amitié indo-russe inébranlable que célébrait Narendra Modi avec Vladimir Poutine. L'Inde, première puissance démographique du monde, partenaire indispensable pour la France et l'Europe, mais au prix de quelles concessions et de quel renoncement? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve en fin d'émission. Marjorie Adelson et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, Elisabeth, Alexeï Navalny, l'opposant russe décédé en prison en 2024, a bel et bien été empoisonné. C'est ce que confirment plusieurs pays, dont la France. Je vous propose donc une histoire de poison chez les tsars. Évidemment, il n'y a pas de tsar. Et vous, Marjorie? On va partir à New York. Là-bas, si vous allez dans un supermarché pour chercher un paquet de chips, il est possible de sentir quelque chose qui vous frôle le mollet. Presque un chat d'épicerie, comme il y en a plein. Problème, ces chats sont interdits. Et le projet de légalisation qui est en cours crée la polémique. Très bien, miaou, à tout à l'heure. Et pour commencer, place à un ancien cancre. Mais alors un vrai de vrai, dont les échecs successifs au BEPS, au BEP et les bulletins nuls rendaient sa mère dingue. Le cancre est devenu docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS. S'il vous plaît, ajoutons que Marwan Mohamed, c'est son nom, a grandi dans une loge de concierge, puis dans une cité. Il est donc bien placé pour parler de l'ascenseur social et de ses défaillances. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Marwan Mohamed. Bonsoir. Je vous présente Fanny Veil Bonsoir. et Benjamin Sportouche. Oui, en effet, qui a pris un peu d'âge. C'était pas gagné. Au seuil, votre histoire extravagante, extraordinaire, avec un bulletin. Non, mais dites, il n'est pas brillant le bulletin, en effet. Pas brillant. Vous aviez quel âge? C'était en quelle classe? J'avais redoublé une année, donc je devais avoir 15 ans. Ouais. Et votre trajectoire, vous aimez dire qu'elle était statistiquement improbable. De la cancritude véritable au CNRS et à un doctorat de sociologie. Oui, statistiquement, c'est très improbable. Déjà, des gens d'origine populaire qui arrivent au CNRS, statistiquement, c'est improbable, mais qui partent du collège avec un niveau pareil, c'est encore plus improbable. En effet. On va y revenir dans un instant après votre portrait réalisé par Gaël Legras. Marwan Mohamed, dans C'était pas gagné, vous racontez votre parcours ainsi résumé dans le sous-titre de l'échec scolaire au CNRS. Par quelles étapes êtes-vous passé? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né à Paris en 1975 de parents immigrés marocains, vous vivez votre adolescence dans la cité des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne. Quand elle reçoit votre bulletin de notes, votre mère s'écrie « Willy, Willy, Willy », une expression marocaine qu'on pourrait traduire grosso modo par « Mon Dieu, c'est pas possible, quelle catastrophe ». Vous rêvez d'être footballeur professionnel et de devenir le futur Chris Waddle, malgré sa coupe de cheveux douteuse. Dans le quartier, vous devez vous familiariser avec les logiques de bande et leurs formes de violence. Vous échouez au brevet des collèges, puis au BEP en 93. Là, vous êtes soutenu par des animateurs de quartier qui vous incitent à passer le BAFA. Vous devenez animateur à votre tour, vous obtenez une équivalence du bac, puis vous vous intéressez à la sociologie après la lecture de La misère du monde de Bourdieu, ouvrage dans lequel il évoque par exemple ce qu'il appelle la violence inerte. C'est la violence qui est inscrite dans les choses, dans l'espace, dans les lieux habités. Par exemple, c'est la violence qui est inscrite dans les cités. C'est le fait d'être exclu, marginalisé. Thèse de sociologie en 2007 intitulée « La place des familles dans la formation des bandes de jeunes », vous devenez l'expert attitré des médias dès lors qu'un fait divers implique l'une de ces bandes. Ce qui importe de comprendre, c'est pas le motif de départ, mais c'est la disposition à l'embrouille. Ces affrontements sont liés à quelque chose de très symbolique, à une logique de réputation. Parmi vos nombreux travaux, vous vous intéressez en 2013 à l'islamophobie avec le sociologue Abdelali Ajat. Nous, on définit l'islamophobie comme un processus d'altérisation, de racialisation. Je m'explique. Comme un processus de réduction de l'autre, musulman réel ou présumé, à partir de leur réduction à sa religion.
Aujourd'hui, en évoquant votre mobilité sociale, vous pointez l'importance de votre entourage, mais aussi celle des politiques sociales et des dispositifs de solidarité. En cela, mon parcours va à l'encontre de l'idéologie méritocratique. C'est ça, c'est vous. C'est waouh. Résumé. C'est waouh. Marouane Mohamed, des gens comme Annie Ernaux, Didier Héribon ou Édouard Louis diraient de vous que vous êtes un transclasse ou un transfuge de classe. Et c'est une expression que vous n'aimez pas. C'est un qualificatif sclérosant peut-être. En tout cas, vous ne le revendiquez pas. En fait, transfuge, j'ai pas de souci avec la notion et ceux qui se l'approprient. C'est juste pas mon histoire. Ouais. Ça se rapprocherait plus de ce que Chantal Jacquet appelle un transclasse. C'est-à-dire quelqu'un qui est en mobilité de classe, hein, qui n'est plus à la même position sociale, mais qui n'a pas forcément quitté son lieu, qui n'a pas forcément tourné le dos, qui ne s'est pas forcément arraché de son milieu social d'origine. Ce qui me dérange avec la manière dont l'idéologie de transfuge est présentée, c'est qu'elle implique une forme de mépris pour les siens. Parce que si c'est le seul horizon désirable de quitter les siens et de couper avec eux, c'est très méprisant pour ceux qui restent. C'est juste ça qui me dérange dans la notion de transfuge, mais je sais très bien que pour certaines personnes, hommes ou femmes, quelle que soit leur histoire, parfois quitter c'est nécessaire. Ouais. Donc c'est pas le fait d'être transfuge qui me pose problème, c'est comment on utilise la notion de transfuge pour mépriser ceux qui restent. On a vu Bourdieu, qui a été une de vos révélations à travers l'ouvrage qu'il avait dirigé, La misère du monde. Et pour évoquer le capital culturel, vous n'aviez pas un gros capital culturel quand vous étiez petit, mais vous aviez un capital méthodologique. Vous avez appris à apprendre. Et vous dites ça, c'est fondamental. Bah, c'est fondamental. C'est ce qui explique ma trajectoire. En tout cas, c'est ce qui explique déjà l'échec scolaire initial. Ouais. C'est que j'ai jamais appris à apprendre petit. On ne vous a jamais appris. Non, on m'a jamais appris. Ouais. On me dit fais tes devoirs, mais comment on fait ces devoirs? C'est pas acquis en fait. Ça s'apprend. Hein. Le métier d'écolier s'apprend, et plus tard le métier d'étudiant s'apprend également. C'est les techniques, c'est une routine, c'est un rapport au temps, c'est des habitudes. Et en fait, tout ça me manquait jusqu'à l'année où je m'inscrive à l'équivalence de bac, le DAEU. Et là, je me fais aider par une amie qui est étudiante en licence, Alice Dufour, qui est étudiante en histoire et qui prend du temps avec moi, c'est vrai, pour m'expliquer comment on devient étudiant et les techniques pour apprendre. Oui, c'est ce capital méthodologique-là que j'ai acquis, mais tard. Mais vous diriez que vous étiez à ça, à rien de flancher? Vous semblez le dire dans le livre, j'aurais pu tomber déjà dans la délinquance. Hein? Je glissais déjà. Vous glissiez déjà? Oui, à la fin de ma scolarité en BEP, quand j'échoue au BEP, je suis déjà en train de glisser. Et c'est parce que je glisse et que ça inquiète les animateurs de la maison de quartier qui sont là. Une maison de quartier dans laquelle je passe beaucoup de temps parce que je suis jamais en cours, donc je vais jouer au baby, au billard, au baby-foot, enfin au ping-pong, etc. Et eux me voient glisser, et puis ils entendent parler. Tiens, il y a eu ça, il y avait qui? Il y avait tel, et Marouane. Il s'est passé ça, il y avait tel, et Marouane. Du coup, ils me voient glisser, ils me proposent de passer le BAFA à eux. Et c'est le BAFA qui me recentre, c'est le BAFA qui me recadre. Expliquez ce que c'est pour les gens qui n'ont rien. C'est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, voilà. C'est pour s'occuper des enfants. Et ça a été fondamental pour vous. C'est le tournant. Ouais. C'est un tournant majeur. Ouais. On va évoquer avec vous et avec Fanny le fait, donc parmi les termes que vous questionnez, il y a le terme de méritocratie, évidemment, et une étude vient de paraître, Fanny, qui confirme que c'est une illusion, la méritocratie à la française. Oui, une vaste étude française, justement, menée pendant 16 ans sur 18 000 élèves de leur entrée au collège à leur arrivée à l'âge adulte. Cette étude, elle vient d'être révélée par le Haut Commissariat au Plan et elle pose des chiffres très précis sur un phénomène bien connu. L'école ne réduit pas l'inégalité des chances entre les élèves pauvres et non pauvres. 3 constats. D'abord, plus un élève est pauvre à l'adolescence, moins il a de chances d'avoir le bac, autrement dit, plus il risque de décrocher. Ensuite, près de 3 jeunes sur 10 qui sont pauvres à l'adolescence arrivent à l'âge de 26-27 ans sans être ni en emploi, ni en train de faire des études, ni en formation, contre seulement 1 jeune sur 10 pour ce qui concerne les non-pauvres. Et puis lorsqu'ils ont un emploi, ces jeunes qui ont connu la pauvreté à l'adolescence, eh bien, ils ont bien souvent un salaire inférieur à la moyenne. Marouane Mohamed, ça fait des années que ce phénomène est identifié, qu'il est même dénoncé. Rien n'a changé. Pourquoi? Comment on l'explique? Et comment on fait? Disons que l'ampleur des inégalités impliquerait et mériterait qu'on ait un investissement, mais pour des politiques structurelles de réduction des inégalités, pas des politiques compensatrices comme on le voit. Donc de dire que rien n'est fait, c'est pas vrai.
Il se passe des choses, même dans les territoires, les élus locaux, même le gouvernement tente des choses, mais pas du tout à la hauteur des besoins. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer la méritocratie, qui est une idéologie. C'est un système de justification des places, la méritocratie, qui repose sur l'idée que finalement, si on réussit, on est en échec, c'est de sa responsabilité individuelle. Et ce rapport dont vous parlez montre qu'il n'en est rien. Mais il faut distinguer la méritocratie du mérite, qui est le travail fourni. Et donc, on peut être bien né, bien préparé. Il n'empêche, il faudra quand même fournir un travail. Mais ce travail-là n'aura pas la même rentabilité que le travail fourni par quelqu'un avec moins de ressources. Vous avez l'impression que les sociologues, vos confrères, parfois sont hors sol, un peu déconnectés, parce qu'ils n'ont pas eu une vie différente, une vie variée. Est-ce que ça joue ? Alors non, je trouve que le niveau de la sociologie française est excellent. Notamment quand on se compare avec beaucoup de collègues dans d'autres pays. Non, le niveau de mes collègues est excellent. Et ce qui joue pour moi, c'est pas tant le fait d'avoir expérimenté une vie pour être pointu sur cette vie quand on veut l'expliquer. Ce qui compte, c'est la méthodologie qu'on va développer, le temps qu'on va passer, l'approche qu'on va avoir et la capacité à déconstruire les biais qui peuvent être les nôtres et la capacité à déconstruire la distance sociale, l'incapacité à comprendre les codes. Ça demande du temps. Par exemple, quand vous faites des terrains dans une cité... Vous avez grandi dans une cité et effectivement, vous pouvez avoir des biais d'empathie ou d'identification ou d'autres biais. Le problème quand on travaille sur son propre milieu, c'est le risque, c'est un biais d'excès de proximité. Quand on travaille sur un milieu qui n'est pas le sien, si je me mets à travailler demain sur la grande bourgeoisie parisienne, c'est pas du tout mon milieu. Je peux le faire, mais ça va nécessiter du temps et de déconstruire un certain nombre de biais et de réduire la distance sociale. Donc quand on ne connaît pas le milieu, il y a un biais de distance qu'il faut être en capacité de réduire. Et en fait, un bon sociologue, c'est celui qui est lucide sur ce qu'il représente, sur la manière dont il travaille, et lucide sur ses biais. Il y a énormément d'analyses sur l'humour et l'autodérision dans les cités. Vous-même en faites preuve, puisque vous dites, quand j'étais à Nanterre, il y avait plein de normaliens. Moi, j'étais l'anormalien. Mais pour élargir au-delà de votre cas, cet humour, vous dites, c'est une antidote par rapport à la détresse, par rapport éventuellement à la tentation de la violence. C'est un humour qui désarme, qui peut désarmer. Oui, c'est un humour qui désarme, c'est un humour qui fait lien, c'est un humour créatif, mais parce que la vie est tellement marquée par des expériences très atypiques, qui fait que ça développe une créativité, une conscience du monde qui est très différente. C'est un humour antidépresseur aussi, qui permet de collectivement ou individuellement de mieux supporter la vie. C'est un humour qui est absolument essentiel dans le quotidien. Et puis pour moi, j'étais pas un grand bagarreur, et l'humour, c'est l'arme des moins bagarreurs aussi. Vous travaillez à Marseille, Marouane Mohamed, et à propos de Marseille qui est en proie au narcotrafic, vous dites précisément « je n'aime pas tellement l'usage de ce terme, je trouve que ça mexicanise les imaginaires » et pourtant quelqu'un comme Amine Kessassi, qui a eu 2 frères assassinés par des trafiquants de drogue ou des dealers ou des donneurs d'ordre, utilise le terme narcotrafic. Oui, mais au-delà du cas de... Et lui, c'est cogné au réel. Oui, mais au-delà de la question ça dépend vraiment des acteurs et la position qui est la nôtre. Utiliser cette notion-là pour demander plus de moyens, pour alerter l'opinion, pour faire monter un certain électorat, c'est des rationalités qui sont celles de leurs auteurs. Moi, en tant que chercheur, ma responsabilité, c'est de me demander quand même si ce mot-là permet de décrire le réel. C'est-à-dire permet de décrire une réalité qui serait proche ou en voie de se rapprocher de la situation mexicaine ou colombienne, celle des cartels et celle du narcotrafic, ce qui n'est pas le cas. Que ce soit le niveau de violence, le mode d'organisation, les revenus, le niveau de corruption, on pourrait décliner les différences et on verrait à quel point c'est extrêmement différent. Puis même, moi, ce que je rajoute, c'est que de parler de narcotrafic, c'est-à-dire d'utiliser ces termes-là et de diffuser cet imaginaire-là, ça peut tendre à donner de la force aux organisations criminelles sur le terrain. Oui, à les rendre désirables, leur mode de vie. C'est pas que les rendre désirables, c'est aussi les rendre plus puissants qu'ils ne sont, et donc de désarmer, de créer un effet de sidération dans la société. Merci pour vos analyses, Marouane Mohamed, et pour ce livre, votre trajectoire, bourré d'humour et dédié à votre maman. Celle qui disait « c'est pas vrai, Willy Willy ». Eh ben oui. C'est pas gagné, mais c'est gagné. C'était pas perdu, oui. C'est pas perdu et c'était pas perdu. Tout n'était pas perdu, c'est au seuil. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes. On va passer à notre débat sur la relation franco-indienne. À la veille du voyage d'Emmanuel Macron en Inde, la commande historique d'une centaine d'avions de combat Rafale à Dassault Aviation fait de l'Inde un partenaire économique majeur pour la France. Est-ce au prix de certains renoncements? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
L'Inde renforce son partenariat avec la France. Elle vient de passer commande de nouveaux Rafales auprès de Dassault Aviation qui accepte de fabriquer une partie des appareils sur le sol indien. Pour la première fois, des avions Rafale seront fabriqués hors de France. Cela permettra d'intégrer à nos effectifs des avions de chasse relativement rapidement. La dégradation des relations transatlantiques accélère un rapprochement avec l'Inde, partenaire stratégique devenu le pays le plus peuplé au monde, 1,4 milliard d'habitants. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron y entamera demain son 4e voyage officiel. Il emboîtera le pas au chancelier allemand qui a participé à un festival de cerfs-volants le mois dernier. Suivi, quelques jours plus tard, d'une délégation européenne pour la signature d'un important accord de libre-échange. L'Union européenne et l'Inde sont des partenaires stratégiques et fiables. Il ne s'agit pas simplement d'un accord commercial, mais d'un nouveau modèle pour une prospérité partagée. Narendra Modi joue les équilibristes. À peine avait-il signé l'accord avec l'Union européenne qu'un autre accord avec les États-Unis a été annoncé dans le but de mettre fin aux tensions liées aux droits de douane imposés par Donald Trump. Mais pas question pour autant de se passer du pétrole russe comme le souhaiterait Washington. Malgré la guerre en Ukraine et les pressions occidentales, le Premier ministre nationaliste indien reste fidèle au président russe qu'il a accueilli en décembre dernier. La Russie est un fournisseur fiable de tout ce qui est nécessaire au développement du secteur énergétique indien. Alors l'Inde est-elle vraiment une partenaire fiable pour les Européens? Quels sont ses atouts et ses points faibles? Emmanuel Macron a-t-il raison de miser sur ce géant d'Asie du Sud? Nos 3 invités pour ce débat, Charlotte Thomas, bonsoir, politiste, spécialiste de l'Inde. Vous êtes chercheur associé au programme Asie-Pacifique à l'IRIS. Vous avez publié Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. C'est votre dernier essai. Et selon vous, l'Inde est un marché capital pour la France et pour l'Europe, avec ses 2 milliards de consommateurs potentiels, réunissant donc l'Europe et l'Inde. Dans ce contexte, la question des droits humains est complètement passée sous le tapis. À côté de vous, Philippe Lecor, bonsoir, professeur en géopolitique à l'ESSEC. Selon vous, la France et l'Inde ont une relation privilégiée dans un moment où l'Union européenne est face à un allié américain qui nous insulte, une Chine qui nous méprise et une Russie qui nous attaque. Vous avez le sens de la formule. Et la situation est assez tragique, en effet. Et enfin, Claude Blanche-Maison, bonsoir, ancien ambassadeur de France en Russie et en Inde. Vous le fûtes de 1996 à 2000, ce sont les bonnes dates. 4 ans. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Fragment d'un parcours aventureux. Et selon vous, l'Inde est le premier partenaire stratégique de la France en Asie, mais New Delhi est dans une logique de multi-alignement. Elle prend dans chaque pays ce qu'il y a de plus intéressant pour elle. Et on démarre ce débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. L'Inde approuve donc l'achat de 114 avions Rafale à la France. C'est le plus gros contrat jamais signé par Dassault Aviation, 33 milliards d'euros environ. Le marché n'est pas complètement conclu, mais il devrait aussi déboucher pour partie sur un transfert de technologie. Philippe Lecor, la défense a toujours été un pilier important dans la relation entre l'Inde et notre pays, la France ? Oui, ça fait plusieurs dizaines d'années en fait qu'il y a des relations très proches entre les ministères de la Défense des 2 pays et puis entre industriels. On a fourni des sous-marins. C'était un contrat qui avait mis beaucoup de temps à accoucher. Vous savez qu'il y avait eu des rapports déjà entre les présidents, entre Mitterrand et Indira Gandhi. Ensuite, il y avait eu la visite du fils d'Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Et donc, tous les premiers ministres indiens sont venus. Et donc, c'est vrai que le côté défense a toujours été important. C'est presque le principal pilier de notre relation. Charlotte Thomas, vous diriez que c'est lié à une relation personnelle entre Modi et Macron, tout de même, ou pas ? Non, pas du tout. Déjà, la première chose, c'est que ça date à peu près de sous Chirac, en fait, la relance du partenariat stratégique avec les Indiens. Je dirais aussi que heureusement qu'on leur vend... heureusement, sans être normative, mais en fait, la seule chose que la France vend à l'Inde aujourd'hui, c'est des stratégies des armes, principalement du matériel militaire, et pour autant, des produits avec une très forte valeur ajoutée, et pour autant, on est en déficit commercial par rapport à l'Inde. Donc je pense que c'est quand même important de le souligner. Et puis la relation personnelle, moi, si vous voulez, je crois très peu à ça, au sens où je trouve que c'est quelque chose de très communicationnel, de très mis en avant, et que en fait,
peut-être que ces gens s'entendent bien sur le fond, mais on voit bien que sur ce qui compte, c'est-à-dire les décisions politiques prises in fine, ça n'a que très peu d'influence. Et j'en terminerai juste sur le fait que, par exemple, la visite de Macron là, en Inde n'a à ce stade pas fait une ligne dans la presse indienne. Alors, il n'y est pas encore, il arrive demain. Oui, mais quand même, quand le président états-unien, par exemple, se rend en Inde, on en entend parler bien avant. Claude Blanche-Maison. Alors justement, sur les relations interpersonnelles, est-ce que c'est important? Vous qui avez été ambassadeur de 96 à 2000 en Inde, est-ce que entre les présidents, vous vous êtes dit mieux ils s'entendent, plus on commerce ou pas? Écoutez, c'est important parce que c'est d'avoir de la communication. Quand je suis parti en Inde au printemps 96, le président de la République qui recevait à l'époque les ambassadeurs en partance m'a dit « Écoutez, vous débrouillez comme vous voulez, mais ce que je veux, c'est que vous construisiez des relations de confiance avec l'Inde. » Il est venu en visite d'État 2 ans plus tard. Il a signé l'accord de coopération stratégique, qui est le premier qu'on ait signé avec un pays asiatique, et que le premier que l'Inde ait signé avec un pays européen. C'est Jacques Chirac. Donc en effet, Jacques Chirac a donné un coup d'accélérateur, en effet, par rapport à un équilibre plus ou moins subtil qui existait avant entre nos rapports avec le Pakistan et nos rapports avec l'Inde. Et Chirac a décidé, c'est un choix de choisir, que l'on peut absolument, et de dire on met le paquet sur l'Inde parce que c'est le pays. Pour des raisons démographiques. Oui. La démographie joue un rôle, le potentiel futur, mais aussi la géopolitique, parce que qui peut contenir l'Inde à terme? De l'autre côté de l'Himalaya, c'est évidemment le poids de l'Inde. Alors l'Inde, par son poids démographique, elle vient de dépasser la Chine, mais aussi par son poids économique, parce que depuis cette époque, depuis 28 ans, donc elle a rattrapé la France sur le plan économique. Le PIB aujourd'hui est à peu près équivalent. Alors ça dépend quelles sont les statistiques, mais grosso modo est à peu près équivalent. Et effectivement, la France a des technologies que l'Inde n'a pas, et par conséquent, il est assez logique que les objectifs économiques soient sur les technologies en matière de transport, en matière d'énergie et dans le domaine de l'armement, bien sûr. Vous avez une nuance à apporter? Juste sur les comparaisons de PIB, il y a aussi une petite variable de population. Enfin, je veux dire, on peut, c'est pas terme à terme comparable, je pense. Je vois ce que vous voulez dire, qu'il y a l'Inde se développe. Après, c'est un gros sujet aussi, parce que l'Inde produit une croissance sans emploi, par exemple, et c'est le problème structurel. Qu'est-ce que vous voulez dire par une croissance sans emploi? C'est-à-dire qu'en fait, comme la politique économique, et ça s'est vu là au dernier budget qui vient d'être adopté en janvier, il n'y a aucune politique active de l'emploi. Donc, avec à peu près 10 millions de gens qui arrivent, 1 million de gens, qui arrivent chaque mois sur le milieu du marché de l'emploi. Il n'y a pas de politique. Il y a une politique d'attrait des capitaux étrangers, d'attrait des investissements, mais il n'y a pas de politique d'emploi et il n'y a pas non plus d'investissement de la part des très grandes entreprises indiennes. Elles n'investissent pas en recherche et développement dans leur propre pays, ce qui crée une économie atone. C'est aussi pour ça que l'Inde cherche des débouchés pour sa main-d'œuvre en Union européenne. Justement, vous faites la transition. Récemment, l'Union européenne a conclu un accord commercial massif avec l'Inde. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. We're not only making our economy stronger, we are also delivering security for our people in an increasingly insecure world. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another. Philippe Lecor, ça veut dire qu'on a une marge beaucoup plus importante, un potentiel commercial beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui, 48 milliards d'exportations de l'Union européenne. C'est quoi? C'est 3 fois plus que ça, le potentiel? Oui, on parle de 100 milliards d'ici 10 ans, donc en tout cas d'un doublement. Et surtout, c'est la baisse des droits de douane. On ne parle pas des sujets qui fâchent, notamment l'agriculture, pour ne pas rappeler les mauvais souvenirs du Mercosur. Je pense quand même qu'il faut aussi rappeler que cet accord, c'est un accord commercial, mais c'est aussi quand même un accord politique. C'est quand même un accord qui, au final, va satisfaire le Premier ministre Modi, va satisfaire les Européens qui se retrouvent quand même pris en tenaille entre une Chine qui cherche à prendre la première place du podium et des États-Unis qui sont dirigés par un président quand même un peu spécial. Ouais. Donc les Européens et les Indiens tombent un peu les bras l'un dans l'autre. Mais Claude Blanchemont, c'est parce que justement on a eu des déceptions avec la Chine. On s'est à un moment détourné vers la Chine, on s'est dit que le marché le débouché n'était pas si important, que maintenant on se dit c'est là-bas que ça se passe, c'est en Inde? C'est pas maintenant, comme je vous dis, ça fait 28 ans qu'on a on accélère, le premier accord de coopération stratégique. On n'a jamais pensé en avoir un avec la Chine. Il n'en était pas question. Alors ce qui a été signé avec l'Union européenne, c'est très important, parce qu'en réalité il y a plusieurs accords. Il y a celui dont on vient de parler, qui est l'accord de libre-échange, qui va avoir une période de transition assez longue finalement, parce que les droits de douane sur les automobiles vont être démantelés en plusieurs phases. Et en effet, on a mis l'agriculture en dehors, parce
que les Indiens veulent protéger leur production de céréales, et notamment de riz et de blé, bien sûr. Et on l'a mis donc sauf le vin et les spiritueux, qui sont dans l'accord et qui vont bénéficier d'une réduction de droits de douane complètement prohibitif. Mais il y a un autre accord qui est en effet un accord de coopération stratégique entre l'Union européenne et l'Inde, et c'est la première fois qu'on en parle. Et effectivement, ça a été inventé un peu au dernier moment, peut-être parce que M. Trump développait ses manœuvres et que, dans le fond, il fallait se précipiter pour avoir un accord également politique de coopération stratégique entre l'Union européenne et l'Inde. Et Fanny, vous allez nous l'expliquer pour alimenter le débat. Monsieur Trump, donc, vient de signer ou va signer un accord commercial avec l'Inde. Oui, il l'a annoncé en grande pompe début février sur son réseau social, Truth Social. Après des mois de tensions entre les États-Unis et l'Inde, les deux pays viennent de signer un accord commercial. Dans le détail, les États-Unis s'engagent à réduire les droits de douane imposés sur les marchandises indiennes de 50% à 18%. L'Inde serait donc légèrement favorisée par rapport à ses concurrents asiatiques. De l'autre côté, l'Inde, elle, s'engage à acheter 500 milliards de dollars, 420 milliards d'euros de produits américains sur 5 ans. On parle de produits énergétiques, technologiques, agricoles ou encore de charbon notamment. Autre clause de l'accord revendiquée par Donald Trump, l'Inde cesserait d'acheter du pétrole russe. Narendra Modi n'a ni infirmé ni confirmé cette information. Rappelons que l'Inde est aujourd'hui avec la Chine l'un des principaux acheteurs du pétrole russe. Cet accord est très critiqué en Inde. Pour certains de ses détracteurs, il est irréaliste, c'est le mot utilisé, car pour atteindre ses objectifs, l'Inde devrait doubler chaque année ses achats de produits américains. Pour d'autres, il est même dangereux. On parlait de l'agriculture à l'instant. Les syndicats agricoles redoutent une invasion de produits américains, made in USA, qui mettrait à mal un secteur agricole qui fait vivre la moitié de la population indienne. D'après le politiste et chroniqueur à l'Indian Express Pratap Banu Mehta, il ne s'agit pas d'un accord de libre-échange. Trump, je le cite, ne veut pas d'une égalité réciproque, mais une domination impériale. Philippe Lecor, c'est aussi à cause de ce deal, entre guillemets, face à la pression américaine que l'Inde se tourne vers l'Europe ? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un accord européen qui a été discuté pendant des années, parce que les Européens sont plutôt des marathoniens, surtout les fonctionnaires européens, et le deal des États-Unis qui vient en fait réparer une situation extrêmement abîmée, qui est la relation entre les États-Unis et l'Inde depuis le retour de Donald Trump en janvier 2025. Vous savez que Modi avait été le premier chef de gouvernement étranger à venir en visite officielle à Washington. Et quelques mois plus tard, ils ont imposé des droits de douane à 50%. Et puis surtout, Trump a voulu tout d'un coup se mêler du conflit indo-pakistanais et dire que c'était lui, en fait, qui avait résolu le conflit autour du Cachemire. Voilà, le conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui n'est absolument pas résolu, évidemment, qui prendra des générations avant de l'être. Charlotte Thomas, accord avec les États-Unis, accord avec l'Europe, vous diriez que l'Inde est un partenaire fiable ou est-ce qu'elle risque d'être rattrapée par des ambitions nationalistes ? Déjà, pour repréciser deux petites choses, quand même, sur l'accord entre l'Union européenne et l'Inde, il n'y a rien qui est signé, qui est formalisé, on n'a aucun détail précis. Je précise aussi qu'il y a une clause de mobilité, par exemple, qui prévoit donc de faire venir des travailleurs, et dans les deux sens, on n'a aucun détail là-dessus. Je pense que c'est un vrai enjeu démocratique et qu'on ne peut pas, en fait, discuter sereinement de cet accord parce qu'on ne le connaît pas, en fait. Et je nuance aussi pour protéger l'agriculture, dans un côté comme de l'autre, ce n'est pas vrai, puisque Narendra Modi, dès la fin de l'année passée, a supprimé le revenu minimum pour les paysans indiens, qui était vraiment une dynamique indispensable pour protéger son agriculture. Et on voit qu'aujourd'hui, il a accordé ça aux États-Unis. Donc en fait, le mythe de protéger l'agriculture n'est pas celui-là. Il fallait le réserver aux industries, aux capitalistiques indiennes. Sur le côté fiable, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette notion que je trouve très question de morale, mais pas trop de science politique que je fais au quotidien, que j'essaie en tout cas, parce que par exemple, est-ce que les États-Unis, on les considère comme un partenaire fiable aujourd'hui ? C'est compliqué. Moi, je dirais juste que c'est un partenaire, comme l'Inde en a d'autres, qu'il ne faut pas du tout avoir l'impression, comme je vous disais, l'accord avec l'Union européenne aussi a fait 2 lignes dans les journaux et le lendemain, en fait, l'annonce de Trump, alors, qui est présenté comme un deal, c'est un tweet de Trump à ce stade. On est plus sur ça que quand même sur des choses très concrètes parce qu'on n'a pas les détails. C'est juste que les Indiens font des affaires. Voilà. Et ils cherchent à diversifier leur partenariat. De manière pragmatique, sans état d'âme. Et ils ne sont pas du tout... comme parfois l'Occident, entre guillemets, les utilise dans un peu ce conflit contre la Chine,
sur tout un tas de choses, mais les Indiens sont beaucoup plus pragmatiques. Leur premier partenariat commercial en Asie du Sud, ce sont les Chinois. Donc, ceci temporise, quand bien même ils ont un conflit. Mais vous voyez, c'est juste pour un peu temporiser les oppositions, quoi. Alors, quant à ces contrats qui vont être noués entre la France et l'Inde, et on se demande à quel prix, au prix de certaines concessions, de certains renoncements éthiques ou au niveau des droits humains, on va regarder une archive à propos de la guerre en Ukraine, qui est l'angle mort dans les relations franco-indiennes. La France soutient l'Ukraine, mais Narendra Modi refuse absolument de condamner l'agression russe. Pour témoin, cette rencontre qui a eu lieu en 2023. C'était en mai 2023 entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre indien. À l'offensive, Zelensky s'est invité avec un objectif, élargir ses soutiens hors d'Occident. Dans sa ligne de mire, l'Inde et le Brésil. Première aujourd'hui, cet entretien avec le chef du gouvernement indien, Modi. Il a jusqu'à présent refusé de condamner l'agression russe. Sous le regard sévère de son interlocuteur, Modi s'engage à minima. Je vous l'assure, l'Inde et moi personnellement ferons tout notre possible pour trouver une solution à la guerre. Claude Blanche-Maison, on ferme les yeux ici en France et en Europe sur les affinités que peut avoir Modi, notamment avec Poutine. Poutine qui était en décembre, il y a à peine deux mois et demi, en Inde. Oui, comme Macron va pour la 4e fois en Inde à partir de demain. Si vous voulez, permettez-moi là de nuancer un petit peu ce que vous dites. Évidemment, Modi n'a jamais condamné Poutine pour son invasion en Ukraine. Aucun pays asiatique, d'ailleurs, ne l'a fait. Parce qu'en Asie, on ne le fait pas. Simplement, quand vous écoutez les discours de Narendra Modi, de Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères, qui vient souvent à Paris, ou de l'ambassadeur d'Inde à Paris, dans leur discours public, il y a toujours l'Inde respectera le droit international, est très attaché au respect de la souveraineté des États, est très attaché au respect de l'intégrité territoriale des États. Alors, si Poutine sait lire, il doit bien voir que même si on ne le cite pas, il est visé. Bon, c'est comme ça que pratiquent les Asiatiques. Et les Chinois, la même chose, puisque même le ministre chinois, avant-hier à Munich, a répété ce que je viens de dire là. Les pays asiatiques sont très attachés au respect de l'intégrité territoriale des États. Et Charlotte Thomas, l'argument des Indiens, c'est de dire c'est notre multi-alignement. Voilà, on fait en fonction de nos intérêts, parce qu'au final, c'est nous qui comptons. Il y a deux choses à dire là-dessus. C'est que déjà, ce qu'on appelle l'Occident n'a pas beaucoup de crédibilité quand même au niveau international, se perd en crédibilité. C'est-à-dire quand on voit la situation ailleurs dans le monde, etc. Donc on a une application un peu à géométrie variable du droit international. Et ça, quand vous vivez en Inde, comme j'ai... du coup, les Indiens vous disent, oui, mais vous appliquez le droit international quand vous avez envie, en fait. Donc, du coup, eux font la même chose. Je rappelle quand même que l'Inde a lancé une guerre illégale contre le Pakistan, parce que l'implication du Pakistan n'est toujours pas avérée dans ce qui s'est passé au Cachemire l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a des déclarations qui n'engagent que ceux qui les écoutent, et que Narendra Modi fait ça me vient en anglais, mais du lip service. Enfin, je veux dire, il fait ça. Voilà, non, mais je dirais, il donne les déclarations qu'on attend de lui, mais effectivement, ça n'a jamais impacté ses relations avec la Russie, comme tout un tas d'autres pays, d'ailleurs, et il y a une petite hypocrisie européenne aussi, puisqu'on a acheté beaucoup de pétrole à un moment donné aux Indiens qui venaient de Russie. Même si Modi a réduit ses importations de pétrole. L'Union européenne a acheté tout d'un coup du pétrole aux Indiens. Personne n'est dupe, tout le monde le sait. Enfin, c'est pas une... Et Philippe Lecor, il y a encore du pétrole russe qui arrive en Inde. L'accord avec Washington est censé réduire, justement. Donc, est-ce que les Indiens vont écouter Washington, étant donné que les relations sont beaucoup moins bonnes qu'elles étaient il y a un an? J'en doute fort. Donc, on sait bien que la Russie est un partenaire essentiel de l'Inde depuis plusieurs dizaines d'années, et que les Indiens, d'ailleurs, vous allez à New Delhi, aujourd'hui, vous voyez des Russes dans tous les forums, ils sont très présents, que vous ne les voyez pas forcément ailleurs. Mais Claude Blanche-Maison, sur les droits humains, là, pour le coup, on ferme quand même pas mal les yeux. Enfin, il y a quand même des discriminations dont sont victimes les minorités en Inde. Il y a la situation au Cachemire, il y a la répression des journalistes. Il y a quand même le Parlement européen a voté 3 résolutions pour demander à l'Inde de respecter davantage les droits humains. C'est resté lettre morte. Oui, le gouvernement Modi est en effet un gouvernement nationaliste à tendance autoritaire. Avec des velléités expansionnistes. Avec l'expansionniste, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est plus du tout les gouvernements anciens du Parti du Congrès, dont tous les dirigeants avaient fait leurs études en Grande-Bretagne. Ça, ce temps-là est terminé. Et donc, lui, il place en effet le nationalisme dans la promotion de la religion hindoue. D'où
D'où, en effet, une certaine discrimination des musulmans qui est tout à fait condamnable et que d'ailleurs nous condamnons. J'ajouterais que, en effet, l'Inde n'est pas une démocratie parfaite, très loin de là. 1,4 milliard d'habitants, c'est un peu compliqué, mais elle a les signes extérieurs de la démocratie dans la mesure où il y a des alternances. Au niveau de la fédération, il y a eu pendant 10 ans un Premier ministre du Parti du Congrès auquel a succédé M. Modi, et il est dans le deuxième mandat de ces 10 ans qu'il fera, peut-être plus, je n'en sais rien. Et puis au niveau des États, puisque c'est une fédération, il y a 29 États, et dans les 29 États, ce n'est pas le parti de M. Modi qui gouverne. Alors effectivement, il y a un pluralisme politique et des alternances au niveau des États et au niveau de la fédération. Ça n'a absolument rien à voir avec un pays comme la Chine, qui est un pays totalitaire à parti unique. Charlotte Thomas, vous avez l'air dubitative. Alors oui, je suis beaucoup plus nuancée. Moi, je considère que c'est un régime autoritaire, franchement même, avec des dérives, je pourrais en définir la notion, mais fascisantes. Eu égard au fait qu'on parle de lynchage de minorités ethno-religieuses chrétiennes et musulmans tous les jours dans la presse, qu'il y a une capture des partis des pouvoirs de l'opposition, qu'au niveau des États fédérés, il y a justement le BJP, enfin le parti de Narendra Modi au pouvoir, utilise les rouages du institutionnel de la fédération pour couper les pouvoirs des États fédérés en leur supprimant des budgets, en politisant certaines fonctions. Il y a des gens en prison, toute forme de contestation du pouvoir est mise en prison. Il y a des étudiants et des profs qui sont lynchés sur les facs quand ils essayent de donner certains types de cours. On fait de la réelle politique, en fait, parce que... Oui, et juste pour répondre à votre question... Parce que ça pourrait être la première puissance mondiale, dit-on, d'ici la fin du siècle. Après, je considère que l'ingérence est quelque chose de très compliqué et on ne va pas arriver, nous, avec nos grands sabots, faire de l'ingérence. Donc moi, je suis très prudente sur ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une différence entre continuer à avoir des rapports diplomatiques qui sont indispensables, parce qu'il est important d'avoir des rapports avec tous les États qu'ils soient. Il y a une différence entre ça et faire venir Narendra Modi comme invité d'honneur, etc. Et j'en termine juste pour répondre sur votre propos. C'est pas que les résolutions auxquelles vous faites référence sont laissées lettres mortes. C'est qu'il y a même eu des déclarations de la Commission, etc. pour louer nos valeurs communes avec les Indiens. Donc on est vraiment, c'est ça qui est plus problématique selon moi. Merci, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Mauduit et Marjorie Adelson, Alexeï Navalny, le principal opposant Vladimir Poutine, a bien été empoisonné en prison en 2024, résultat d'une enquête internationale, ce que Moscou continue de contester. Et à New York, bataille juridique autour des chats d'épicerie en VO, les Bodega Cats. On va voir ce que c'est, mais d'abord le mot vedette du jour, élite. Il est beaucoup question de défiance envers les élites depuis les révélations liées à l'affaire Epstein, c'est entendu. L'affaire éclabousse jusqu'aux élites européennes. Elle fait d'abord, à mon avis, trembler les élites. Par rapport aux élites. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Élite, du latin eligere, choisir, désigne un petit groupe de personnes qui trustent les premières places grâce à certaines qualités ou statuts socialement valorisés. En clair, la crème de la crème, la fine fleur, le gratin. La publication des fichiers Epstein le 30 janvier a montré l'ampleur de la compromission des élites. Dès 1916, un sociologue et économiste italien distingue l'élite, les individus qui exercent les fonctions dirigeantes, et les élites, les catégories sociales composées d'individus ayant la note la plus élevée dans leur branche d'activité, c'est-à-dire des savants, des artistes, des sportifs, des joueurs d'échecs, ou même l'élite des escrocs. Autour des travaux de Sestuila est née, au début du XXe siècle, la théorie des élites qui avance que, indépendamment de la nature du régime politique, il y a toujours une minorité, composée des individus les plus aptes de par leurs compétences et leurs qualités psychologiques, qui gouvernent tandis que la masse de la population est gouvernée. Celles et ceux qui ont frayé à des degrés divers avec l'ex-prof de maths, gestionnaire de fortune, pédocriminel, soit une aristocratie mondiale de la finance et de la politique, banquiers, entrepreneurs, ministres, chefs d'État ou de gouvernement, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, sont des élites formant l'élite, en théorie. Bien que le prédateur ait notoirement purgé 13 mois de prison à partir de 2008 pour incitation à la prostitution de mineurs, les élites qui ont continué à profiter de ses libéralités et de son entre-gens se défendent aujourd'hui d'un « si j'aurais su, j'aurais pas venu » d'une couardise aux antipodes de leur statut. De la crème à l'écume de l'écume.
Merci Thibault Nolte. Rebonsoir Marjorie Adelson et Xavier Mauduit, dans une espèce d'harmonie végétale, écologiste, bien sûr, c'est bien vous. Bon Xavier, plusieurs pays européens dont la France confirment aujourd'hui l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, mort en prison en 2024, empoisonné. Alors les accusations selon Moscou sont infondées, mais il y a une sorte de sinistre habitude autour de l'empoisonnement en Russie, et ça remonte à des siècles. Ah oui, Elisabeth, on part en 1569. Exactement, le 9 octobre 1569, parce que ce jour-là, l'ambiance est particulièrement empoisonnée dans l'entourage du tsar de Russie, le tsar. En question, c'est Ivan IV. Nous le connaissons mieux sous son petit nom, Ivan le Terrible. Et ce jour-là, il convoque auprès de lui un de ses cousins, le prince Vladimir Andreevitch Staritsa. Il le convoque dans sa résidence à une centaine de kilomètres de Moscou, à l'ouest, à Alexandrov. C'est étonnant d'ailleurs parce que les deux cousins sont assez proches. En fait, pendant longtemps, on a imaginé que ce prince Vladimir allait peut-être éventuellement remplacer le tsar s'il arrivait quelque malheur au jeune tsarevitch. Sauf que voilà, Vladimir a perdu la confiance du tsar. On est dans une ambiance de complot, de contestation du pouvoir. Donc, ambiance, vous l'avez saisi, empoisonnée. Qui empoisonne qui? Ou qui tente d'empoisonner qui? On fait surgir un cuisinier. Un cuisinier sans doute soudoyé qui affirme que Vladimir lui a demandé d'empoisonner le tsar. Faux! Crie Vladimir. Traître! Répond le tsar. Tu m'as préparé du poison, tu vas en boire. Et là, Vladimir prend la coupe, boit, et Ivan le Terrible regarde impassible la longue agonie. Et comme le tsar fait pas les choses à moitié, ensuite c'est la mère de Vladimir, son épouse, ses enfants, tout ce monde-là meurt empoisonné, noyé. Cette histoire est racontée, entre autres, par Nikolai Karamzin, qui est au 19e siècle l'auteur d'une histoire générale de la Russie, ça paraît dans les années 1820. Et c'est ce genre de petite scénette, en fait, qui ponctue toute l'histoire de la Russie avec du poison. Dès que vous avez une mort subite, empoisonnement. Et c'est ça tout le temps, avec des interrogations. Empoisonnement pour les opposants, empoisonnement pour les tsars eux-mêmes. C'est le cas encore aujourd'hui. On se pose la question, pour Pierre le Grand, pour Pierre III, ont-ils été empoisonnés? En tout cas, il est certain qu'avec le poison, on a toujours ce même souci. La discrétion. Quand on veut une exécution connue, vue de tous, on y va à la hache, on y va à l'épée. Avec le poison, on ne sait jamais. Et ça construit l'image du pouvoir russe perfide, cruel, apte aux empoisonnements, alors que c'est un peu partout pareil dans le même temps en Europe. Mais non, en Russie, c'est ancré. On a toujours cette histoire de poison. Et quand en 1921, Lénine, arrivé au pouvoir avec la révolution bolchevique, crée un laboratoire des poisons, une institution, il s'inscrit dans cette histoire avec l'idée qu'il faut identifier les poisons pour ne pas être empoisonné soi-même. Et puis, puisqu'on les a, autant les utiliser pour empoisonner les opposants. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, cette histoire de poison survole l'histoire de la Russie, une histoire de poison volant. Oh, joli. Merci, Monsieur Mauduit. Marjorie, à New York, des élus veulent légaliser les chats d'épicerie. Vous allez nous expliquer ce que c'est que les bodega cats. C'est ça, on les appelle les bodega cats. Alors les bodegas, vous savez, ce sont ces épiceries et petits commerces alimentaires qu'on trouve un petit peu partout à New York. Et là-bas, si vous cherchez le patron, il est fort probable que vous tombiez d'abord sur le chat. Alors, il y a ceux qui prennent leurs aises dans les sucreries, cachées au milieu des sucreries, ou encore perchées sur une pile de papier toilette. C'est selon les affinités. On estime que 30 à 40% de ces petits commerces auraient un félin. Beaucoup de commerçants expliquent ainsi que ça leur permet de lutter contre les rongeurs en n'ayant pas recours du coup au poison, mais aussi d'attirer des clients élurophiles, c'est-à-dire qui aiment les chats. Je vous partage ce terme parce que je l'ai appris tout à l'heure. Alors certains félins sont même devenus des véritables stars, des mascottes qui ont droit à des interviews. Vous voyez ce pauvre petit chat qui mange le micro. Problème, c'est qu'en réalité, ces chats sont interdits, tout comme les autres animaux dans les épiceries. Et chaque propriétaire est donc en théorie passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 350 €.
Sauf que ces chats, vous l'avez compris, eh bien, ils font vraiment partie intégrante de la culture urbaine de New York. Ils ont un compte Instagram, ils font la couve du New Yorker. Voilà, vous voyez le fameux compte Instagram. Et ils ont même des livres de photos qui leur rendent hommage. Un nouvel ouvrage va d'ailleurs sortir d'ici quelques mois. Il s'appelle tout simplement Bodega Cats of New York. Alors du coup, pour simplifier les choses, certains élus de la ville proposent de légaliser leur présence, mais aussi de permettre des vaccinations et des stérilisations gratuites. Ça fait l'unanimité, cette idée? Non, pas vraiment. Non. Notamment du côté des associations de protection des animaux qui se disent complètement sidérées qu'on aide financièrement des commerçants et pas des familles modestes qui posséderaient un chat. Ça, c'est pour le premier motif. Autre motif de tension, les maltraitances. Le texte initial, il faut savoir qu'il prévoit une légalisation généralisée, c'est-à-dire sans contrôle. Or, certains de ces bodega cats, eh bien, ils seraient maltraités, pas soignés, voire obligés pas nourris et obligés de se reproduire pour qu'ensuite on vende leurs chatons. Alors, dans la pratique, les associations, elles estiment que certains commerçants les ont carrément même autorisés à soigner leurs chats parce que, justement, il y avait cette pression du fait de l'illégalité et donc de la peur d'être dénoncés. Alors, un deuxième texte a donc été écrit, proposé par une autre élue cette fois, et il y a dorénavant un cahier des charges que les commerçants devront respecter. On y trouve, par exemple, des visites vétérinaires obligatoires ou encore un endroit sûr pour faire dormir le chat. On se demande donc quel sera le sort de ces félins. Le suspense est à son comble, Elisabeth, et figurez-vous que c'est l'État de New York qui tranchera, pas la ville. En attendant, sachez que si vous avez une envie irrépressible de prendre une boisson, un petit café au milieu de gâteaux avec des chats, eh bien pas la peine de se payer un billet pour New York. Sachez qu'il existe en France des bars à chats. Vous pourrez y savourer un café entouré non pas d'un, mais de dizaines de chats. Et promis, tout cela est parfaitement légal. Il y a un bac à sable, quelque part. Ils connaissent l'endroit où ils vont faire leur miction. Nos amis les chats. Merci Marjorie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05 avec la grande écrivaine indienne Arundhati Roy. Tchuss.